سنة 53 Out of the dead land. Et كنا voici نريد la victoire de ce silence. During Veillez Madame Pétain avait promis de faire égorger tout Paris, mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Monsieur Pétain avait promis d'être fidèle à sa patrie, mais il y a manqué, ne faisons plus quartier. Dansons la carmagnole. On demande aujourd'hui aux enseignants de présenter et de faire connaître les valeurs de la République et les valeurs républicaines. Et pour l'historien que je suis, la question qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est de quoi parle-t-on ? Et j'avoue que je suis toujours un peu étonné et amusé de penser qu'on veut enseigner des valeurs de la République, alors que nous sommes dans la 5e, qu'éventuellement on parle de la 6e, et que ces républiques ont toutes, en quelque sorte, mal fini, et que la première à laquelle on se réfère régulièrement, celle de la Révolution, donc n'a commencé un peu incidemment qu'en septembre 1792, n'a eu de constitution qu'en juillet 1793, constitution qui n'a jamais été appliquée avant d'être abandonnée. Donc que la Deuxième République a été une histoire assez compliquée qui a tourné court très rapidement, et qu'il a fallu attendre la Troisième République, mais même pas l'installation, mais l'arrivée d'un personnel politique républicain, c'est-à-dire 1877-1880, pour qu'enfin la France puisse avoir des institutions et un personnel qui se disent républicains. Et on sait quand même que cette République a eu des difficultés au moment de la Deuxième Guerre mondiale, et quant à la quatrième, n'en parlons pas, avec le coup d'État de 1958. Donc on est en train de dire qu'il faut enseigner des valeurs républicaines sans savoir de quelle République on parle, sans savoir à quoi on fait référence dans cet héritage, au moment même aujourd'hui où l'héritage est un peu contesté. Donc je dirais que je trouve que c'est, d'un point de vue un petit peu détaché, c'est un peu ironique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Il me semble que ce que ça veut dire, c'est que on est là dans la conviction que les traditions qui fondent la nation française, la patrie française, mot qui pose problème aujourd'hui, hein, disons-le clairement, sont des traditions qui sont identifiées à une république républicaine un peu mythique, qui serait la République des soldats de l'an 2, donc 1792-1794, où l'on défend le pays. La République peut-être de 1848, avec l'apparition du slogan liberté, égalité, fraternité, ce qui n'était pas accepté avant, et du suffrage universel masculin. Et puis enfin, la Troisième République, qui serait la République d'un État unifié linguistiquement, unifié autour d'élites qui reconnaissent des valeurs républicaines, et par-dessus le marché, unifié surtout par un souvenir proclamé et affirmé. Le 14 juillet, la fête du 14 juillet est instaurée seulement en 1880. La Marseillaise est définitivement ancrée dans les mémoires comme hymne national. Et puis, une république, je dirais, sanctifiée par la guerre de 1914-1918. Puisque là, d'un seul coup, c'est l'unité du pays, de la nation, de la patrie, précisément, dans la République, sanctifiée par le sang de tout le monde, y compris le sang des contre-révolutionnaires, des royalistes qui étaient opposés jusque-là à la République et qui l'acceptent à ce moment-là. Donc, enseigner les valeurs de la République, il me semble qu'il faut au moins faire prendre conscience aux enseignants qu'ils n'ont pas à chercher dans une période, ça serait une erreur, peut-être même des risques de malentendus assez lourds, et certainement un échec pédagogique, mais renvoyer à quelque chose qui serait beaucoup plus large, à une mémoire retravaillée par les épisodes de l'histoire. Et sur le fond, si vous voulez, cette position-là, moi, me plaît davantage.
Ça voudrait dire qu'on ne serait pas dans une mémoire figée, qu'on serait dans une mémoire ouverte, une mémoire en débat, une mémoire dans laquelle on peut inventer l'avenir avec des forces qui sont différentes et opposées. Et à ce moment-là, enseigner les valeurs de la République, c'est pas être scotché, si je peux dire ça comme ça, figé, enquisté sur un héritage dont on ne saurait jamais exactement lequel il est, sur lequel on pourrait tous se battre, mais ça serait quelque chose d'ouvert, acceptant que ça puisse être remis en question et acceptant qu'on puisse inventer les règles des républiques à venir. Détruit les rêves imposteurs d'un peuple libre, obtient l'hommage, vient le gouverner par les mains. Je suis toujours amusé de penser que dans l'enseignement moral et civique, on accorde une place importante à la Déclaration des droits de l'homme comme un fondement de nos valeurs, en le liant instinctivement aux valeurs révolutionnaires et aux valeurs républicaines. L'historien un peu tatillon, que je suis quand même, par des formations professionnelles, dira automatiquement en 1789, en mai, juin, juillet et août 1789, on arrive à élaborer cette Déclaration des droits de l'homme sous l'effet de chocs événementiels dont rien n'a été prévu, dans un contexte qui est un contexte de combat, mais en même temps d'unité nationale, autour de réformes, et de réformes qui sont des réformes proposées et discutées par le roi. C'est-à-dire qu'on est bien là, dans le cadre d'une monarchie qui est déjà devenue une monarchie parlementaire, dans un moment où, pour dire les choses simplement, il n'y a pratiquement personne de sensé qui imagine que la République puisse être possible en France. Il faut quand même rappeler que en 1791, après la fuite du roi arrêté à Varennes, Robespierre lui-même estime, dans un sens en bon rousseauiste qu'il est quand même de temps en temps, que la République est totalement impossible dans un grand pays comme la France. Donc on va arriver en 1792 à la proclamation de la République sans rien qui ne l'ait annoncé et sans fondement théorique véritable. Quant à la Déclaration des droits de l'homme, il suffit de voir à quel point il y a eu ce charcutage, disons-le simplement. Ce charcutage entre les différents bureaux qui ont été chargés d'élaborer une déclaration des droits pour qu'on prenne en définitive la proposition du bureau le plus anonyme, du bureau dans lequel il y avait le moins de grandes personnalités, pour lequel on a adopté à minima un texte qui était censé être provisoire et sur lequel on n'est jamais revenu par-dessus le marché. Je trouve que c'est tout ça, c'est de penser qu'on sanctifie quelque chose qui est né dans ces conditions-là, avec ces ambiguïtés-là, sans avoir jamais été validé et toujours discuté en 1793, mais on l'oublie pour la Déclaration des droits de l'homme revue et corrigée, en 1795, on annule tout et on introduit des choses tout à fait nouvelles, mais on oublie ça aussi. Et je trouve que c'est amusant, comme on oublie aussi de penser que le fameux préambule avec la déclaration placée sous les auspices de l'être suprême renvoie à quoi? À une dimension mythique et mystique, un peu bérulienne, donc catholique autant que protestante, déiste autant que mystique véritablement. Donc quelque chose qui est, si je vais dire un peu rapidement, et c'est pas du tout une méchanceté, un peu fourre-tout, un peu bricolé, et qui est aujourd'hui encore, alors que cette déclaration comporte des articles extraordinairement ambigus, les deux premiers, la liberté des uns qui s'accorde avec celle des autres, l'article 10 sur la liberté d'opinion, qui est quand même pour le moins ambigu, ou l'article 17 sur la propriété, qui sanctifie la propriété et la sûreté. Aujourd'hui, on aurait du mal à la faire passer, quand même. Et je trouve que c'est assez amusant. Alors, qu'est-ce qu'il faut en dire? Moi, il me semble que si on veut l'enseigner, il faut l'enseigner d'abord en insistant là, je dirais là aussi, dans son ancrage mémoriel.
c'est quelque chose qui a créé véritablement, ou qui a entériné plus exactement, l'entrée dans la modernité de la France, et c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'accident. Il faut le dire tout simplement. Nous n'entrons pas dans l'histoire sur un cours des choses organisées, nous entrons dans l'histoire sous l'effet des chocs et des forces, et il faut tout simplement reconnaître que l'imprévu existe en histoire. Donc cet imprévu-là est devenu un socle mémoriel. Il me semble que c'est les deux qu'il faut enseigner. Et enseigner aussi le fait que cette déclaration, d'emblée, elle est imparfaite. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'enseigner quelque chose en disant que c'est imparfait. Au contraire, pour moi, c'est au contraire. Plus on enseignera à des élèves, des jeunes élèves, que les choses ont pu être mal faites, les choses ont pu être laissées en l'état, mais que c'est là-dessus qu'on a enraciné des actions, ça permettra peut-être, à mon sens aussi, que chacun puisse se l'approprier et que chacun puisse imaginer aussi agir à son tour. Bon. Et ça permet aussi de délier dans un moment où notre société est quand même confrontée à des problèmes qui rien ne permettait de prévoir. Des nouvelles questions qui sont inimaginables depuis 20 ans et qui évidemment ne pouvaient pas être résolues 200 ans plus tôt par la Déclaration des droits de l'homme. Donc, insister sur l'imperfection, sur le bricolage de la Déclaration des droits de l'homme, me semble, moi, être salutaire. Pour dire, voilà, on a fait ça en 1789, dans un contexte qui était totalement incertain. Ça a été remis sur le chantier régulièrement, remis encore sur le chantier en 1948 avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Eh bien, ces textes ne nous lient pas, mais nous facilitent la tâche. C'est à nous de les approprier, c'est à nous de les réinventer. J'espère que ça pourra passer dans l'enseignement. J'aimerais beaucoup. Quand on essaie de comparer les différentes façons par lesquelles on enseigne l'histoire dans les différents pays européens depuis les 50 dernières années, la question qui se pose immédiatement, c'est d'arriver à comprendre pourquoi, grosso modo, que ce soit en Italie, en Allemagne, en Grande-Bretagne, pour parler de choses que je connais un petit peu, on enseigne, quoi qu'on en dise, l'histoire dans les lycées. Je ne parle pas des différents niveaux d'enseignement, parce que les systèmes sont différents malgré tout d'un pays à l'autre, mais dans les lycées, on enseigne à peu près la même chose dans les mêmes orientations, même si ce n'est pas avec les mêmes méthodes, mais malgré tout avec les mêmes orientations globales, alors que nos traditions sont radicalement différentes. Et qu'en France, nous chercherons à enraciner cet enseignement, malgré tout, surtout depuis une date assez récente, dans des valeurs républicaines, qui sont évidemment pas celles de la monarchie anglaise quand même, mais qui ne sont même pas celles non plus de la République d'Allemagne, et qui n'étaient pas celles même pas de la République fédérale allemande précédemment. Donc il me semble qu'il y a quelque chose là qui mérite aussi d'être souligné. C'est-à-dire que ce que, à mon avis, nous cherchons à enseigner en France, autour des valeurs républicaines, c'est quelque chose qui peut-être pose problème. Parce que c'est quelque chose qui est, en quelque sorte, masqué par une proclamation qui se veut universelle. La République, c'est la chose publique, res publica. Alors on ne sait pas quelle République, mais on dit c'est la chose publique dans laquelle tout le monde se retrouve. Mais en France, quand on l'enseigne comme ça, il me semble que la connotation qu'il y a derrière, c'est en définitive de rappeler que cette République est fondée sur une fiction, la République une et indivisible, et qu'il y a adéquation entre toutes les régions, villes, localités, bourgades, villages français, et que la loi
valeur révolutionnaire par excellence, que la loi doit être la même de Dunkerque à, dans le temps on disait Tamanrasset, maintenant on dira Bastia ou Ajaccio, mais qu'il y a bien là une unité nationale qui est indivisible et indissoluble, alors que précisément, ce qui, moi, me semble beaucoup plus personnel. Alors là, c'est un avis tout à fait personnel. C'est pas tellement l'historien qui parle, mais le citoyen. Mais de temps en temps, le citoyen existe aussi. C'est que, précisément, dans les pays qui nous environnent, il n'y a pas cette proclamation d'un État indivisible, avec des traditions uniques et une unité indissoluble. Que dans la Grande-Bretagne, il y a des programmes d'histoire différents en Écosse, au Pays de Galles et dans l'Angleterre. Qu'en Allemagne, ne parlons pas des différents Länder qui fonctionnent de façon différente, y compris dans leur rapport à la religion. Et qu'en Italie, on sait quand même malgré tout que sous l'unité italienne, entre le nord et le sud, il y a là des appréciations différentes et que le rapport aux traditions du Risorgimento n'est pas la même. Et ne parlons pas de l'Espagne. Dans le cas de l'Espagne, on est là je dirais même dans un autre univers. Alors il me semble que ce qui est là, mais moi me pose question, hein, c'est est-ce qu'il ne serait pas souhaitable, là aussi, que tout en respectant nos traditions mémorielles que je respecte et vénère comme il se doit, mais avec lesquelles malgré tout je prendrai une distance, est-ce qu'il n'est quand même pas souhaitable qu'on réfléchisse sur la façon dont cette unité a été faite dans le sang et dans les larmes. Une unité pour laquelle il reste encore des deuils à faire, parce que tous les deuils n'ont pas été évacués. Alors je plaide pas pour un retour à la contre-révolution ou des lois mémorielles. Je suis hostile aux lois mémorielles, mais au moins qu'on parle et qu'on disent clairement dans quelles conditions la République est née et les combats qui ont été menés pratiquement pendant une centaine d'années ensuite, et qu'on puisse aussi comprendre que sans tomber dans des faux débats autour des communautés, du communautarisme, il puisse y avoir des espaces de liberté pour que des formes différentes et complémentaires d'adhésion à la République puissent exister. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, il me semble qu'on risque de défendre là des valeurs qui seront des valeurs d'enfermement et pas des valeurs de dynamique d'ouverture et de mutation, et qu'on risque d'être totalement en désaccord avec les problèmes qui vont se poser à nous, qui se posent déjà et qui risquent de se poser davantage. Alors, République, oui, valeurs républicaines, oui, avec cette façon de dire que la chose publique mérite d'être reprise et retravaillée par tout le monde et qu'elle n'est confisquée ni par des groupes ni par des orientations. Je porte un pantalon 40, c'est pour la France, des armes à sac et un képi, c'est pour le pays, mon âme, mon cœur et ma vie, pour la patrie, et j'y travaille toute la boutique.